Bonjour. 20e siècle, André Gide. Les caves du Vatican. Publiée en 1914, cette œuvre entraînante et curieuse offre bien, en puissance, les éléments constitutifs d'un roman. Personnages nombreux, qui semblent au premier abord détachés de l'auteur, intrigues compliquées, démarquage d'événements contemporains, fresques d'époque. Elle reste cependant plus proche du conte philosophique parce qu'elle révèle moins un dessein d'analyse morale que la volonté d'illustrer ironiquement certains thèmes gidiens et le désir de faire naître la réflexion sur nombre de problèmes. Elle est, de plus, une parfaite réalisation de la sotie telle que Gide la conçoit, puisque s'y mêlent le saugrenu, l'arbitraire et l'invraisemblable, au profit d'une véritable intrigue policière pleine de mystères, de rencontres et de rebondissements. En effet, comme Voltaire faisait dans ses contes la parodie des romans d'aventure de son temps, tout en utilisant à plaisir leurs procédés, l'auteur des Caves du Vatican, moins sévère encore pour le genre, ne dédaigne pas d'user de schémas et de ficelles dignes de Maurice Leblanc, 1864-1941. Dans ses aventures d'Arsène Lupin, il appartient bien à cela, à la génération d'Apollinaire, et de Jules Romain, futur auteur du Crime de Quinette. Divisé en 5 livres, Anti-Marmont Dubois, Julius de Baragioule, Amédée Fleurissoir, le Mille-Pattes, l'Afcadio. La Sotie révèle le secret de sa composition lorsque l'Afcadio, ayant, par un acte gratuit, précipité Amédée Fleurissoir par la portière d'un wagon, remarque après coup: ce vieillard est d'un carrefour. Le carrefour est, en effet, le croisement de bien des routes que l'on peut retrouver à l'analyse. Et d'ailleurs, cet extrait de l'Afcadio, je vais vous le lire. Et d'ailleurs, je l'ai travaillé en philosophie l'année dernière, quand je travaillais sur la liberté et l'acte gratuit. En 1890, Amédée Fleurissoir, timide et naïf, fabricant d'objets de piété, a quitté Pau pour une héroïque croisade. C'est là que la franc-maçonnerie, curieusement alliée aux jésuites, a supposé un faux pape alors que le vrai est enfermé au château Saint-Ange. En réalité, il s'agit d'une énorme supercherie montée par une bande d'aigrefins internationaux, le Mille-Pattes, pour escroquer des fonds soi-disant destinés à la délivrance du prisonnier. Dès qu'il a touché le sol de l'Italie, le pèlerin a été pris en main par la bande qui dirige tous ses gestes. S'il voyageait un jour dans le train Rome-Naples, c'est là qu'il rapportait aux bandits le montant d'un chèque touché à leur place. Or, au moment où l'Afcadio l'a précipité par la portière, Fleurissoir avait sur lui le billet de voyage de l'écrivain Julius de Baraglioule et des boutons de manchette reconnaissables entre tous. Ce bijou lui avait été donné par une étrange femme croisée sur sa route, Carola. Quant au carnet de l'agence Cook, il le tenait légitimement de Baraglioule, son propre beau-frère, rencontré, ô surprise, à Rome. Julius y était en effet en même temps que lui, non seulement pour assister à un congrès, mais aussi pour avancer au Vatican les affaires de leur commun parent, le troisième beau-frère de l'histoire, le savant Anti-Marmont Dubois, matérialiste et franc-maçon soudain converti par un miracle dont il s'est cru favorisé. Julius n'est pas non plus sans secrète parenté avec l'Afcadio. Il y a peu de mois, à Paris, il a été invité par son père, le vieux diplomate Juste Agénor de Braglioule, à s'informer de la conduite d'un mystérieux jeune homme. Pour retrouver celui-ci, il est monté un jour jusqu'à une modeste chambrette où il a été reçu par l'ami du locataire absent, la belle Carola. Son rapport a été si favorable qu'avant de mourir, le comte de Braglioule a convoqué ses fils illégitimes, l'Afcadio, pour le bénir avec remords et le doter somptueusement. Désormais riche, le nouveau demi-frère de Julius a pu commencer les voyages lointains dont il rêvait. Avant de son départ, il a laissé comme cadeau d'adieu à Carola l'étrange bijou qu'elle désirait depuis longtemps. Si Carola a hébergé Amédée Fleurissoir, c'est qu'elle est maintenant subjuguée par le chef de Mille-Pattes. Depuis le début, on l'a vu surgir ici ou là, sous divers déguisements, pour tout mener à sa guise. Le voici enfin devant l'Arcadio dont il a surpris le crime, et qu'il croit pouvoir embrigader. Mais ce chef de bande n'est autre que Protos, un camarade de collège, admiré jadis par Cadio, qui, contre toute attente, avait été un jour premier en thème grec.
Dans le cadre d'une telle intrigue, où l'on devine l'allégresse de l'invention cocasse, Gide a pu appliquer son ironie à nombre de sujets et transformer en fantoche les héros, les héros en qui s'incarnent ceux qu'ils détestent ou méprisent. Au contraire, sa faveur est allée à Lafcadio, être éminemment libre grâce à sa bâtardise qui l'a sauvé d'une famille très embarragliolée par les conventions et l'hypocrisie. Et oui, embaraglioulé, on voit un néologisme par rapport au terme du nom baraglioule. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un acte gratuit? Parce que puisque Amédée Fleurissoir euh, était, disons, perturbé par son contexte familial, peut-être qu'il l'a fait simplement pour se sentir libre. Je vous laisse méditer là-dessus. Bonne journée, au revoir.